Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo qui est destinée aux lecteurs de l'article de Top Secret Pompéi n'a pas existé, la preuve par le cheval. Il s'agit d'augmenter l'expérience du lecteur en lui donnant plus de données visuelles, en lui permettant de mieux explorer avec Google Earth les lieux décrits dans l'article, qui lui, par le fait même du support, est limité en termes d'illustration. Les deux se complètent donc, mais l'internaute, évidemment, qui n'a pas l'article sous les yeux, peut regarder la vidéo tout à fait avec profit. Il apprendra des choses qu'on a déjà vues dans des vidéos précédentes, mais c'est une façon de revisiter Pompéi, en particulier sur la question de l'urbanisme, pour que chacun comprenne bien que nous sommes en fait en face d'un canular. Alors en réalité, nous allons pas trop nous intéresser à Pompéi, mais plutôt à Herculanum, une petite ville située au pied du Vésuve et qui a été engloutie également en 79 après Jésus-Christ, selon la version officielle, par l'éruption du Vésuve. Donc voilà pour nous situer. On va commencer par une vue générale d'Herculanum. Herculanum est dans un trou, très nettement marqué. On voit ici la profondeur du trou qui est d'une douzaine de mètres. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle le front de mer. C'est-à-dire que la ville descend au bord de la mer et la mer se trouve ici. Toute cette zone-là était occupée par la Méditerranée, soi-disant, à l'époque. Sur cette image, on voit bien le problème que cela pose, c'est-à-dire que la cendre a recouvert uniformément tout le territoire, alors que, d'après ce qu'ils nous disent, le sol existant au moment de l'éruption, il descendait là tranquillement et puis il plongeait sur une falaise qui faisait une quinzaine de mètres de haut avant d'arriver sur une plage et la mer. Cette dénivellation d'une quinzaine de mètres de haut, aujourd'hui, a complètement disparu. On voit la profondeur totale, ici de 23 mètres, ici seulement de 15 mètres, mais on ne voit pas la différence au niveau des cendres. Donc voilà ici une vue du front de mer depuis le haut, la ville qui descend et puis la falaise avec différentes constructions et le niveau qui est ici, qui est sous l'eau en ce moment, correspondait à la plage. Et toute cette partie-là, c'est des cendres qui ont été rajoutées lors de l'éruption. Et là encore une fois, on voit que cette différence de niveau avec le front de mer, n'apparaît plus du tout aujourd'hui dans le terrain existant. Ici, nous sommes en bas, la plage, les 23 mètres de cendres, et puis la falaise du front de mer. Au fond, si je me dirige dans cette direction, je vais tomber sur la Villa des Papyrus. Un petit mot sur la Villa des Papyrus, elle est située à l'ouest de la ville. On voit ici, donc, on a une sorte de grande tranchée qui a été faite dans la cendre, et le patio de la Villa des Papyrus se trouve ici. En réalité, elle se trouve là-dessous, dans tout cet espace-là, et il n'y a qu'une toute petite partie qui a été excavée pour le moment. On en voit l'entrée ici. Alors voilà Herculanum, ses rues principales, la Decumanus minor, la Decumanus major, et puis les rues perpendiculaires qui viennent depuis le Vésuve jusqu'à la mer, toutes des rues sans issue qui ne débouchent sur rien, sauf celle le plus à l'est. En réalité, on ne peut circuler qu'en venant d'ici et en remontant par là, ou en sens inverse. Toutes les autres rues, celle-là et ces trois-là, sont des voies sans issue. Le carrefour représenté dans l'article est ce carrefour ici. On peut prendre les dimensions. 2,50 m ici, 2,50 m là. Un char faisant environ 1,50 m de large, voire un petit peu plus, ne peut pas croiser un autre char qui arrive dans un autre sens, de la même façon qu'un char arrêté au milieu de la rue bloque la circulation. Or, nous savons qu'ils utilisaient abondamment ce moyen de locomotion puisqu'il y a des ornières importantes dans la ville de Pompéi.
Nous voyons également bien que pour tourner, il y a quelques difficultés. Ils n'ont pas du tout arrondi le virage comme nous on le fait pour que la remorque tirée par le cheval puisse venir tourner dans le virage, ce qui fait qu'il devient très difficile de tourner. Et puis, par exemple, si on prend cette rue, on s'aperçoit que en descendant, elle continue et tout à coup, elle est arrêtée par la falaise, puisqu'ici c'est le front de mer et qu'on a ici la falaise et que la rue donne sur une falaise, ce qui évidemment n'a pas de sens. Et puis il en est de même de ces deux autres rues, cette petite rue ici et cette petite rue là. On peut également en mesurer la largeur, 2,20 m, c'est très étroit. On peut éventuellement jeter un œil pour en faire une petite visite. Avec les personnes qui sont là, eh bien, ça permet de se rendre compte de l'étroitesse de la rue. Vous voyez bien que un char bloquerait la circulation si tant est qu'il venait à s'introduire dans cette rue. Par contre, si le char ne vient pas, eh bien, on ne voit pas tellement l'utilité qu'il y a eu à séparer la rue avec une partie circulable en voiture hippomobile et puis des trottoirs pour les piétons, puisque les trottoirs ont cette fonction de séparer les flux. S'il n'y a pas deux types de flux, il n'y a pas de raison d'avoir deux trottoirs. Et puis dans l'autre sens, en direction de la mer est là au fond, on voit que la rue s'arrête, finit sur une trémie qui est exclusivement piétonne. Elle continue un petit peu à l'arrière, se termine ici également par une falaise, sans qu'on sache à quoi ce bout de rue ici puisse servir, puisque il n'y a pas d'accès de maison, il n'y a rien. C'est un bout de rue exclusivement pour les piétons, pour qu'ils puissent aller voir la mer. Mais cette rue est en sens unique, comme sa copine. Alors on était dans cette rue-là, on passe maintenant dans cette rue-là, la troisième rue qui donne sur le front de mer, toujours aussi étroite. Là, on a un passage coché, un des rares passages cochés qu'on pourra voir à Pompéi. Et puis de l'autre côté, on voit la rue qui descend sur la Trémie. Une rue toujours inaccessible, évidemment, en véhicule tiré par les chevaux. Donc ici, on est dans une vue où on voit le front de mer. On a vu cette première rue qui donne sur une falaise. Et puis sur ces deux rues qui finissent par des trémies. Une trémie qui permet d'accéder ici, de descendre derrière ce bâtiment-là. Et l'autre trémie qui permet d'accéder ici et descendre derrière ce bâtiment-là. Il n'y a pas de circulation possible directe entre cette rue, ça ne fait pas une boucle, puisque les rues sont très étroites. On pourrait penser qu'on puisse boucler comme ça. Ça ne se fait pas. Par contre, il y a bien une boucle pour les piétons, et là c'est tout à fait justifié, bien sûr, dans le cadre d'un parc touristique, puisque les touristes qui visitent, eh bien, ils peuvent arriver d'un côté, descendre le long et remonter de l'autre pour continuer leur circuit, sans avoir à revenir sur leurs pas. Et on va se rendre à la maison de Neptune et d'Amphitrite, qui se retrouve quelque part ici, dans cet îlot central à Herculanum. On va y aller à pied en rentrant dans la rue. Donc là, c'est la seule rue circulable d'Herculanum. On voit une rue très étroite où on ne peut pas croiser. Et on va remonter donc notre rue en direction de notre boutique, de notre maison. Je remonte tranquillement. On peut admirer ici la hauteur des trottoirs. Le trottoir ici arrive quasiment au genou du gars. C'est-à-dire qu'on a un trottoir qui ici, à cet endroit-là, fait 40 cm. Ce qui n'est ni pratique ni sécurisant. Je continue tranquillement. Et là, on arrive à notre boutique. Donc la boutique est ici. On voit à l'arrière-plan les doliums. Un ici et un qui est cassé. Donc la boutique est là. L'entrée de la maison est ici. Et puis on voit deux petites fenêtres qu'on verra tout à l'heure de l'intérieur qui sont les fenêtres de la cuisine. Et puis on voit l'étage, que l'étage déborde en porte-à-faux sur la rue. Et ce débordement de l'étage en porte-à-faux sur la rue, c'est important de le visualiser parce que il empêche finalement à cet endroit-là de passer un conduit de cheminée directement verticalement. Des conduits de cheminée qu'on ne voit nulle part, ni dans la cuisine, ni dans le thermopolia.
Donc on ne sait pas s'ils existaient. Et comme cette boutique elle est censée vendre des aliments chauds, eh bien évidemment il doit y avoir une production de chaleur, donc un feu. Et qui dit feu, bien dit évacuation des fumées. Et on ne sait pas comment ça se passe. Donc on voit que le trottoir est très haut, et même pour rentrer dans la boutique, on voit qu'il y a encore un seuil, hein, puisque si on veut trimballer des jarres, les rentrer, eh bien, il faut avoir un outil du genre un diable pour rouler. On voit que ça peut pas marcher, ou difficilement. On va aller, avant de rentrer dans la boutique, on va aller un petit peu plus loin. Simplement pour constater que cette rue, donc ici les trottoirs sont encore plus immenses, eh bien cette rue ne débouche sur rien. C'est-à-dire que le gars qui vient ramener sa marchandise, si jamais il avait pu rentrer dans la rue, et ce qui pour moi me paraît difficile parce que comme les rues sont étroites, eh bien il faut tourner à angle droit avec le cheval et la charrette. Si le gars avait pu rentrer dans la rue, il est obligé ensuite pour en ressortir, eh bien, de faire reculer la monture avec la charrette. Et ça va pas être facile, c'est pas pratique, c'est pas conçu pour un usage véritable, hein. Alors on va visiter la maison de Neptune et d'Amphitrite grâce à ce site, Herculanum Panorama. Donc la maison est ici. Ici au fond, eh bien, on a le triclinum, c'est-à-dire la salle à manger d'été. À côté, la salle à manger d'hiver. Ici au milieu, eh bien, l'atrium, diverses petites pièces sur les côtés. Ici, eh bien, la boutique avec les dolias et la cuisine. Alors on va rentrer dans la boutique. Au premier plan ici, on a les dolias, les fameuses dolium, c'est-à-dire ces grandes jarres en terre cuite, hein, dans lesquelles ils étaient censés conserver la nourriture. Eh bien, on en voit une ici qui est entière, on en voit une autre ici qui est à moitié démolie. Celle qui est à moitié démolie, eh bien, on voit bien qu'il n'y a aucune trace pour faire une aération, pour faire de la ventilation. Et puis, pas plus qu'il y a de traces pour faire un écoulement, c'est-à-dire pour pouvoir vider et purger ces grosses marmites. La seule façon de le faire, eh bien, c'est par le haut en entrant à l'intérieur. Ici, on aurait un côté pour la cuisine, mais nulle part. Alors là, des jarres ici. Ici, un endroit peut-être pour avoir un fourneau, hein. On peut imaginer que le bois est stocké dessous et que le feu est fait là. Mais la difficulté de cet endroit-là, c'est que nulle part, il y a la trace d'une cheminée. Hein, qui dit une âtre, eh bien, il faut une cheminée. Ici, vous voyez bien qu'il n'y en a aucune trace. Des enduits, du quasi-réticulé, ici, hein, avec encore une fois une disposition. Eh bien, on voit que là, on a un parement réticulé et là, on a un parement quasi-réticulé. Et puis ici, on a quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Sortons. L'autre vue, on est au niveau des jarres. Ici, on voit l'espace, disons, plus ou moins cuisine, et puis on voit qu'il n'y a aucune trace de cheminée. Et il y a d'autant moins de traces de cheminée, c'est qu'en fait, l'étage déborde ici à l'extérieur, sur 80 cm, 1 mètre, et si la cheminée sortait quelque part ici, et on voit bien qu'elle ne sort pas, eh bien, elle passerait à travers l'étage. Ah, ce qui n'a pas de sens. Le couloir d'entrée, avec pareil un enduit peint toujours, hein, toutes les pièces ont l'enduit peint. Ce qu'on voit ici au fond, c'est la cuisine. On va y faire un petit tour à l'intérieur avec le shot à la turque ici. Et puis la vue sur la rue. Ici nous sommes dans la cuisine, un mur à peu près correct, 2 petites fenêtres qui donnent sur la rue. Ici, ce qui est censé être bien soit le plan de travail, soit le lieu de cuisson. Hein. Dans une cuisine, eh bien, il faut pouvoir cuire. La cuisson peut se faire sur des braseros, mais évidemment, eh bien, on devrait avoir une cheminée. Ici, il n'y en a pas. Donc on admettra qu'ils faisaient la cuisine sur des braseros et que les fumées finalement s'évacuaient comme ça à l'extérieur par les fenêtres. Et puis on a ce truc qui est tout à fait curieux, qui est ici le chiotte à la turque, hein, d'après ce qu'ils nous disent.
C'est-à-dire que les gens venaient aux toilettes ici et quelqu'un faisait la cuisine là. Et la porte ici, on ne sait pas s'il y en avait une, si elle fermait ou quoi que ce soit. La disposition, vous conviendrez que la disposition de ces toilettes à l'intérieur de la cuisine est tout à fait étonnante, hein. Les Romains avaient des problèmes d'hygiène comme nous, et si on veut pas attraper des gastro, et puis si on veut pas être importuné par les odeurs, eh bien on ne fait pas les toilettes dans la cuisine. Enfin, c'est débile de penser que les Romains étaient des crétins à ce point. C'est une anomalie, un bug dans leur projet. Un tour dans l'atrium, avec toujours l'enduit sur les murs. Alors pour moi c'est surabondant parce que le parement comme ça réticulé. Alors ici on voit aussi il y a les différentes façons du parement réticulé. Il y a toutes sortes. On ne sait pas ce que c'est trop ce trait, mais en tout état de cause, c'est surabondant. C'est-à-dire que le parement réticulé et l'enduit, dans les deux cas, c'est un parement. C'est-à-dire c'est quelque chose pour protéger le mur des agressions extérieures. Mais dans le cas d'un mur extérieur, évidemment, ça vaut le coup de mettre un enduit réticulé qui va être protégé, une protection en pierre, comme des écailles. Mais à l'intérieur, un simple enduit va suffire. Et par contre, faire un double parement, c'est quelque chose qui, d'après moi, n'a pas tellement de sens. Donc là, c'est le compluvium, là où la pluie est réceptionnée, pluie qui tombe d'en haut. Ce qu'on voit pas ici, c'est les toitures. Il y a une chose qui est mal, qu'on ressent mal dans ces images de Pompéi, quand on visite Pompéi ou qu'on regarde à l'intérieur, comme dans ce genre d'illustration, c'est l'aspect sombre des habitats intérieurs, parce que les toitures sont démolies, elles ont été détruites, donc on est à ciel ouvert et on a l'impression que c'est très éclairé, que c'est plein jour, alors qu'en réalité on avait partout, et même dans l'atrium, ici dans l'atrium, toute la surface qui n'est pas la surface du compluvium qu'on a ici, donc toutes ces surfaces-là étaient couvertes par une toiture qui était... Donc au final, on était dans une antre, dans quelque chose de très sombre. Et les petites pièces qui sont sur le côté, par exemple cette petite pièce-là, qui est censée être une chambre et qui fait en fait à peine 6 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place. On a les mêmes choses, on a les peintures sur les murs, mais en réalité, on a la lumière qui ne rentre que par la porte, qu'on voudra tenir fermée quand on est en hiver, parce que malgré qu'on soit à Pompéi, il faut se protéger du froid. Et on se retrouve dans une pièce qui est petite, qui n'a pas de lumière, mais par contre, ils ont fait des décorations peintes sur les murs, ce qui grossièrement n'a pas beaucoup de sens. Ici, on est dans la salle à manger d'hiver. On voit donc à l'extérieur la salle à manger d'été. De la même façon, cette pièce est éclairée par cette petite porte. Ici, on voit beaucoup de lumière parce que la toiture de l'atrium n'est pas existante. Et puis, par ce second jour qui donne sur la salle à manger d'été elle-même qui est entourée de murs qui sont relativement hauts puisqu'il y a un étage, donc on a des murs qui font au moins 6 mètres de haut, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus très éclairé. Voilà, cette pièce pas très éclairée qui sert de salle à manger et elle aussi, comme toutes les autres pièces de la maison, est bien couverte par des enduits et par des peintures. Enduits, donc je répète, redondants par rapport au revêtement réticulé. Les enduits ici, on est fermé par un plancher, mais apparemment on avait une voûte, cette pièce était voûtée et il y a un étage au-dessus, donc il devait y avoir un plancher. Le plancher évidemment n'est pas d'époque. On va se rendre maintenant dans le triclinum d'été, la salle à manger d'été, avec la fameuse peinture de Neptune ici et d'Amphitrite, à moitié nu, comme il se doit quand on est chez les Romains. Les Romains se baladaient à poil, sans doute. En tout cas, ils n'avaient pas les mêmes mœurs que nous dit-on, puisqu'ils étaient à voile et à vapeur. Ici, il y avait un petit bassin. En fait, comment ça se présentait? C'est-à-dire que sur les côtés ici, un triclinum, ça veut dire 3 lits. On avait un lit ici et un lit ici sur lesquels les gens mangeaient couchés.
Et puis au milieu, il y avait un bassin, apparemment, ce qui devait être un bassin, bien qu'il n'est pas fermé sur les 4 côtés, donc c'est difficile de penser que c'était un bassin réellement. Ou peut-être que là, c'était pour tenir une table. Mais en tout état de cause, ce qu'on nous explique, c'est que ces gens-là mangeaient couchés. Au fond, la nymphée, ici, nymphée, ça serait une fontaine, donc l'eau coulerait peut-être de quelque part, je ne sais où. Il y a des niches sur les côtés, et puis on voit des chaînes de chasse, hein, avec des bêtes qui sont ici et là, des têtes de satyre qu'on retrouve ici, hein, des masques de satyre, là, là, là et là encore, Silène et satyre. Donc ça renvoie évidemment à Dionysos, au bacchanal et à la débauche, hein, puisque les Romains étaient pour l'essentiel donc des débauchés. Une autre vue où on voit mieux les scènes de chasse, le chien qui court après le gibier, là, je ne sais ce que c'est, des faisans, des paons, un satyre, des chiens, pareil, un paon, la fontaine, donc la nymphaée, les murs peints, une fenêtre qui donne un second jour sur la pièce de derrière, qui était, d'après ce qu'on nous en dit, je crois, le bureau. Ici, bien, on voit justement la salle à manger d'hiver, hein, et on voit bien qu'en réalité, c'est une pièce très sombre, hein. Là, on voit une vue de l'atrium. Pour signaler une chose, on ne sait pas trop dans bien des endroits, on ne sait pas trop où est passé le revêtement de sol existant, hein. Normalement, il aurait dû être conservé. Et là, on voit un sol où on a des petits bouts, des éclats de dalles. Mais on a l'impression, en tout cas, on n'a pas l'impression que ce soit le sol existant réel. Une autre pièce, toujours pareil, parement réticulé, plus enduit et mosaïque. Le sol, eh bien là, on a un sol qui est très marqué, on dirait une sorte de petite mosaïque, très jolie. Et donc une pièce ridiculement petite, hein, qui fait 4-5 mètres carrés tout au plus. Donc en tout état de cause, je résume ce que j'ai dit dans l'article, c'est-à-dire que on a des pièces qui sont petites, mal commodes dans l'accès, mal commodes dans l'usage à l'intérieur, qui sont sombres, mal éclairées, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que des seconds jours, aucune fenêtre qui donne sur l'extérieur. Mais malgré que ces pièces soient petites et mal éclairées, eh bien ces Romains dépensaient énormément d'énergie, d'argent dans la réalisation de fresques murales. Des fresques murales que finalement on ne voyait que dans la pénombre ou dans une lumière faible, de faible intensité. On nous présente cette maison comme celle d'un riche marchand et en témoigne que c'était un riche marchand le fait qu'il ait des mosaïques sur les murs, hein, ce qui demande finalement un surplus de richesse. Eh bien, ce gars-là, malgré son argent, il vivait dans un endroit sans vue, sans lumière et avec les latrines dans la cuisine. Et donc, il y a manifestement quelque chose qui cloche là-dedans. Alors ici, une photo des profondes ornières laissées par les chars dans le pavage des rues de Pompéi. Des ornières profondes et très étroites. Alors ils expliquent l'étroitesse de ces ornières par le fait que les Romains auraient standardisé dans tout l'Empire, eh bien, la largeur de voie des chars, c'est-à-dire l'écartement des roues. Parce qu'en effet, si l'écartement des roues varie, eh bien, l'ornière va forcément s'élargir pour correspondre à tous les écartements possibles. Et que la seule solution pour avoir des ornières étroites telles qu'on les voit, c'est que les chars romains aient tous les mêmes dimensions. Alors mettons-nous en situation. Quel avantage à la standardisation ?
Le char est conçu pour ce qu'il transporte, un char romain avec un seul passager, un char à foin, large, un tombereau à fumier, étroit, un char de transport, une diligence, un corbillard. À chaque usage, une largeur adaptée. Adaptée à l'usage, mais adaptée au terrain. La plaine, la montagne, les largeurs de passage, un portail, un pont. Celui qui va fabriquer le char va le fabriquer en fonction de l'usager, et l'usager, il aura des besoins particuliers, et il aura un char adapté à ses besoins. Par contre, standardiser, ça veut dire décréter, imposer, contrôler, sanctionner. Une police de la largeur des voies, le flicage de l'anthrax des roues. Des complications pour aucun avantage, à part faire chier les gens. L'Union européenne avant l'heure. Tout ça n'a aucun sens. Des ornières étroites impliquent une largeur de voie unique. Une largeur de voie unique implique la standardisation, et la standardisation, c'est une absurdité. Donc, ces ornières étroites, telles qu'on nous les présente, eh bien, sont une absurdité. Alors, pour terminer, une sorte de petit diaporama de photos prises dans les rues de Pompéi. Vous y voyez les ornières, vous y voyez les gros plots massifs de passage piéton. Vous pouvez vérifier sur les trottoirs qu'il n'y a jamais de passage bateau. Les trottoirs démesurément hauts. Vous pouvez voir l'uniformité de la ville. Toutes les façades sont toujours identiques à toutes les façades. Toutes les rues sont toujours identiques à toutes les rues. On n'a pas l'impression qu'on est dans une ville méditerranéenne avec de la diversité, de la richesse. Non, c'est toujours la même chose. C'est triste comme un camp stalinien. Ensuite, vous pouvez jeter un petit œil en passant sur la forme des pierres, la forme des pavages, qui nous rappelle, comme je le dis, ce qu'on voit au Cusco, les pierres moulées. Et puis si la ville est de création récente, les ornières n'ont pas été créées par le passage des roues. On l'a vu, c'est absurde, puisque pour être créées par les passagers des roues, il faudrait que tous les chars fassent le même anthrax de roues, ce qui n'a aucun sens. Si les ornières n'ont pas été créées par le passage des roues, c'est qu'elles ont été créées à la main, non pas taillées dans la pierre, au burin et au marteau, mais moulées dans une pierre, dans une fausse pierre en fait, dans un béton qui s'est solidifié. C'est-à-dire que les rues de Pompéi sont à la fois la preuve de la fausseté de Pompéi et à la fois la preuve de l'utilisation du béton moulé pour imiter la pierre dans la fausse archéologie. Ici donc nous sommes avec Google Earth Pro qui permet de multiplier par 3 les altitudes, c'est-à-dire que ça amplifie les différences de niveau. On va suivre un petit peu le parcours qu'on a fait dans le premier article autour de Pompéi en partant ici par l'entrée sud. Donc en haut on a le Castello Maquae et puis la Via Stabiae qui descend. Et là on voit très nettement qu'il y a un creux, un changement d'altitude. La voie elle descend, on a un creux et ce creux il est là pour donner l'illusion qu'on est sous le terrain naturel ici. Mais en réalité c'est très localisé. Ensuite, on continue donc en direction de l'est, on passe un premier no man's land et on arrive à la fosse sud au niveau de la nécropole Nociera. Donc là, c'est la même chose. On voit très bien la rue qui descend là tranquillement et au dernier moment, ça fait une fosse, un trou, et ça donne l'illusion quand on est là qu'on est sous le terrain naturel. Mais ici c'est très très net, le trou il est très localisé. À l'arrière ici on a l'amphithéâtre. Alors il est tout déformé, c'est le défaut du x3 dans les dimensions. L'amphithéâtre est ici, là on a le grand palestre, et puis on voit la fosse sud, elle tourne autour de l'amphithéâtre ici, et elle a exactement la même fonction.
On voit le trou là. Elle a exactement la même fonction de donner l'impression, quand on est là, qu'on est sous le terrain naturel. Ce qui n'est pas le cas du tout. Si je reviens en arrière ici, on voit très bien que la voirie qui est le long de l'amphithéâtre, en réalité, il y a un petit passage au-dessus de la fosse, et on voit que les deux niveaux ici sont alignés. Le terrain naturel de la ville moderne et le terrain des ruines sont au même niveau, alors qu'on devrait avoir un décalage de 6 mètres, mais ce décalage de 6 mètres n'apparaît pas. Alors il en est de même vers les deux sorties en direction de l'Est. On va pas regarder ça plus que ça. Simplement signaler les deux no man's land. Ici, donc au nord-est, ces deux no man's land qui sont ici et là, et qui permettent de faire transitionner le terrain des ruines de ce côté-là avec le terrain moderne de l'existant ici, sans que on puisse se rendre compte de savoir s'il y a réellement ou pas une différence de niveau. Hein? Sinon, globalement, eh bien, on s'aperçoit bien que les no man's land qui sont ici sont au-dessus du terrain existant. Hein? Ici, on est plat, plus ou moins plat. On a la voie de chemin de fer qui monte, qui est un petit peu au-dessus. Et là, ça monte encore au niveau des no man's land. Maintenant, on va se rendre au rempart nord, où là, c'est très caractéristique. On voit ici donc le rempart nord, et puis qui est pris dans une butte de cendres. Et si on s'approche, si on tourne un petit peu autour, on voit très bien que cette butte est une butte très localisée. Les ruines de Pompéi, la butte, hein, qui fait la bosse, et le terrain existant. Si on enlève la butte ici au milieu, on va s'apercevoir que le terrain existant et les ruines sont en réalité au même niveau. Je vais tourner un peu comme ça. On va aller de l'autre côté. Si j'y arrive. Voilà. Voilà notre but vu de l'autre côté. Notre merlon, on appelle ça un merlon, une levée de terre. Donc l'existant, la bosse, le terrain de Pompéi. Au fond, ici, entre les cendres, eh ben, il y a la sortie vers Herculanum. Quand on est là, eh bien, on a l'impression qu'on est en dessous, hein, puisque ça fait deux buts. Mais si on regarde tout droit, on s'aperçoit que la sortie vers Herculanum, elle est exactement au même niveau que le terrain existant. À un certain moment, quand on descend ici, il aurait fallu qu'on remonte eh bien, de l'épaisseur des cendres, c'est-à-dire de 6 mètres, pour pouvoir sortir du terrain de Pompéi, et ce n'est pas du tout le cas. On sort de plein pied, directement, d'un côté à l'autre. Enfin, on va montrer un petit peu la falaise, bon, déformée du fait du procédé. Hein. La falaise qui fait l'angle ici, l'angle donc au sud ici, à l'ouest de ce côté. À mon avis, parce qu'on a repris les terres ici pour les mettre par-dessus, pour enterrer Pompéi. On voit bien que cette falaise, eh bien, elle existe que localement sur le site de Pompéi. Hein. Après, elle disparaît ici, comme elle n'apparaît pas du tout ici. Et puis, on va montrer. On va montrer une vue de 3/4, comme ça, on voit. On voit ici l'effet de Talweg. Et puis, on voit notre but. On voit avec ce phénomène très curieux, c'est qu'on descend tranquillement comme ça, et puis tout à coup on a là, au niveau du forum, une espèce de bosse, et ensuite on a la falaise. Alors, ces choses, est-ce qu'elles s'expliquent naturellement ou pas? À mon avis, ce n'est pas le cas du tout.
Je vais tracer maintenant par-dessus un quadrillage qui va permettre un peu de mieux voir les reliefs. Et puis on va jeter un petit coup d'œil. Je me mets en place. Donc c'est toute cette zone-là qui forme une sorte de lentille, une sorte de boursouflure sur le terrain naturel. Je prends le trajet et je quadrille. Le but, c'est juste de mieux faire ressortir le relief. Voilà, j'arrive à la fin. On va dire que c'est bon. Je valide. Alors ici, donc, on voit l'ensemble de Pompéi. On voit donc la forme de la bosse, la boursouflure qui est ici. Pompéi est sur une bosse, ce qui a empêché finalement au canal du Sarno d'aller tout droit, puisqu'il aurait dû franchir cette bosse. Donc il a fait le détour pour contourner la bosse ici et traverser Pompéi un petit peu au niveau de l'amphithéâtre, puis au nord du forum, ici, il traverse ici, continue là-bas. Quand on se rapproche, on voit très bien la fosse sud, le trou ici, qui permet de compenser les niveaux. Fosse sud ici, fosse sud ici. On voit ici la Via Stabiae qui descend le long d'une ligne de Talweg. Ça descend comme ça remonte ici. Là, on a une voie de Talweg, on a le petit théâtre là, et puis on voit que ça plonge ici. Au premier plan ici, sud-ouest, c'est la falaise. La falaise qui n'occupe que le site de Pompéi. La falaise, elle ne se prolonge pas au-delà du site dans cette direction, et elle ne se prolonge pas au-delà du site dans cette direction. Ici, la vue du Merlon, au niveau du rempart. Et puis on va faire un petit tour vue de l'autre côté, pour se rendre compte. Quand on bouge, ça permet de mieux voir la forme du relief. Et donc, vu de l'autre côté, on voit bien ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que Pompéi, ici, est en hauteur par rapport au terrain naturel. On arrive, le terrain naturel de la ville moderne est ici. On monte au niveau de la voie de chemin de fer ici. Et puis, les no man's land qui sont au-dessus, finalement, du terrain naturel. Voilà pour ce petit tour à Pompéi. Nous n'en avons pas fini dans notre exploration de la fabrique du passé. Nous allons montrer tour à tour que la littérature gréco-romaine est fake, que l'antiquité romaine est fake, que l'antiquité mésopotamienne est fake et que l'antiquité égyptienne, pharaonique, est également fake. Pour cela, rendez-vous dans Top Secret pour les 4 derniers numéros.